entretiens des patriotes, bonjour à tous. Décès de Jean-Pierre Pernaut, Géraldine Maillet criminalise les adversaires du Big Pharma. Avant de traiter cette information et beaucoup d'autres, vous connaissez le rituel, je veux commencer ce journal par remercier tous ceux, justement, qui me permettent de le faire en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Michel Repost, Emmanuel Dimbre, Radar et Anne-Marie Ferrand. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier, vous êtes formidables, vous soutenez cette chaîne de manière inconditionnelle en levant le petit pouce, en diffusant sur d'autres réseaux sociaux et en m'écrivant de gentils messages. Allez, on entre dans le vif du sujet, si je puis me permettre, avec le dossier du Lancet Gate. Qui est cette charmante pin-up ? Eh bien, c'est une ancienne actrice porno qui s'est reconvertie dans l'écriture d'études scientifiques. Le nom de cette charmante demoiselle, eh bien, c'est Ariane Anderson. Comment une star du porno peut produire des articles scientifiques ? Nous sommes en 2020. Le professeur Raoult, vous vous en souvenez, dès février, propose un protocole pour soigner le Covid à base d'hydroxychloroquine et d'antibiotiques. Très rapidement, il y a une levée de boucliers et des études apparaissent contre l'hydroxychloroquine. Et pas n'importe où, dans la plus prestigieuse revue scientifique, le Lancet. Et que lit-on dans cette revue scientifique avec comme rédactrice Ariane Anderson que l'hydroxychloroquine est mortelle ? Petit hic, l'étude est complètement bidon et lorsqu'on voit en effet Ariane Anderson, on comprend qui est à peu près derrière cette étude. Le Lancet est obligé de se rétracter, énorme scandale dans le milieu de la science. Et pourtant, les autorités françaises, eux, ont cru à cet article d'Ariane Anderson, comme le professeur Mathieu Molimar. Ce qu'il y a mieux en études observationnelles et en contrôle de biais, une des plus grandes revues avec 96 000 patients, le fameux Lancet. Le professeur Molimar ne s'est pas aperçu que c'était un faux. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine, donc l'antibiotique, ne fait rien, voire aggrave les patients. Arrêtons les bêtises et attendons les essais randomisés. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est que Mathieu Molimar est censé être un expert, justement pour évaluer les traitements, et qu'il est incapable de s'apercevoir que l'étude du Lancet d'Ariane Anderson est un faux grossier. Ce qui fait que la confiance des Français vis-à-vis des autorités scientifiques a été, comment dirais-je, très écornée. Est-ce que je dois rappeler également que la fausse étude de l'Imperial College prévoyait 500 000 morts du Covid ? Voilà, des études qui manifestement sont faites à la va-vite. Eh bien, sur les plateaux de télévision, il y a d'autres experts du Covid, notamment chez Cyril Hanouna, Géraldine Maillet. Il est vrai qu'elle a commencé un peu comme Ariane Anderson par être derrière la caméra. Avant de donner des leçons au professeur Didier Raoult, Géraldine Maillet jouait dans la série Premier baiser du club Dorothée. 2 salles, 2 ambiances. Le Monde aujourd'hui offre un spectacle fascinant pour examiner de près cette réalité devenue folle, où l'imbécilité s'étale avec arrogance devant l'intelligence et le bon sens. Mais le plus important, c'est de savoir d'où elle parle. Eh bien, Géraldine Maillet se revendique comme une groupie d'Emmanuel Macron. La macroniste que je suis va vous dire qu'il a été excellent. Excellent dans quelles circonstances ? Lorsqu'Emmanuel Macron est venu vanter sa réforme des retraites en 2023. Et elle a ajouté « J'étais à peu près d'accord avec tout ce qu'il a dit ». Bon, vous avez compris, Géraldine Maillet est une influenceuse en service commandé, elle sert donc les intérêts d'Emmanuel Macron, et lorsqu'il s'agit de Covid ou de pandémie, elle sert les intérêts d'Emmanuel Macron, d'Olivier Véran et de McKinsey. Elle a donc pour but de flinguer évidemment les adversaires du gouvernement. Et là, elle a dépassé le mur du son. Oui, un énorme scandale. De quoi s'agit-il ? On va revenir un petit peu en arrière. C'était Nathalie Marquet, l'épouse de Jean-Pierre Pernaut, qui était invitée donc chez Hanouna. Son témoignage va faire l'effet d'une bombe. Certes, nous savions déjà que Jean-Pierre Pernaut était mort suite à la 3e dose, puisqu'il avait développé thrombose et AVC. Non, ce qu'elle révèle devant Hanouna, c'est que les autorités médicales lui ont demandé de conserver le silence suite à ses AVC et ses thromboses. Nathalie Marquet affirme en direct sur TPMP qu'elle a reçu comme consigne de la part du médecin de dire que Jean-Pierre Pernaut était décédé d'un cancer. Or,
Il est mort suite à la 3e injection puisqu'il avait cumulé thrombose et AVC. Face à cette bombe, on comprend bien que l'influenceuse au service du gouvernement doit se manifester. Et là, elle dépasse véritablement le mur de l'acceptable. Elle qualifie tous ceux qui ont lutté contre les politiques covidistes du gouvernement d'être des antisémites. Aussitôt, Cyril Hanouna intervient, il recadre Géraldine Maillet, lui explique qu'elle est hors sujet, que ses propos sont inacceptables, il lui demande même de se taire. Myriam Palomba, qui était présente sur le plateau de Cyril Hanouna, réagit à son tour. Mais voilà, le mal est fait, Géraldine Maillet a franchi la ligne rouge. Alors on va un petit peu revenir en arrière, nous avions l'habitude, dans la bouche des journalistes aux ordres, d'entendre les mots complotistes, anti-vax, populistes, anti-science, j'en passe et des meilleurs. Ces propos étaient utilisés pour nous décrédibiliser. Et là, Géraldine Maillet franchit véritablement la ligne rouge puisqu'elle nous qualifie d'antisémites. Il faut savoir que l'antisémitisme est un délit, donc nous sommes littéralement criminalisés. Entre nous soit dit, ces propos pourraient valoir à Géraldine Maillet des procès en diffamation. Mais c'est de la communication. Géraldine Maillet, manifestement, avait prévu son petit coup. Alors, est-ce que le gouvernement panique? Est-ce que toutes ces autorités paniquent et essaient de faire taire les opposants en les criminalisant? C'est une première réponse. Et puis, il y a le buzz, il y a le scandale. On ne retiendra que les propos de Géraldine Maillet et pas l'essentiel, c'est-à-dire la révélation de Nathalie Marquet. Les médecins ont fait en sorte de taire les effets secondaires, voire les décès, suite au pshoot. Et cela ne date pas d'hier, cette tentative. On se rappelle notamment de Mahmoud Zourak, d'Epiphar. Notre équipe Epiphar a publié 3 études sur vaccins dans différents journaux entre le pshoot et les AVC. Pas de lien entre pshoot, ARN et AVC. Voici le lien avec les articles. Seulement, il y avait des limites à cette étude. Il n'a pas été possible de déterminer avec certitude le moment relatif de l'injection et les événements cardiovasculaires le jour de la vaccination. Les décès ambulatoires liés à des événements cardiovasculaires n'ont pas été inclus. Autrement dit, ces 3 études sont aussi sérieuses que celles du Lancet-Gate. Aujourd'hui, la littérature médicale est sans appel. Il y a bien des causalités entre certains AVC, certaines thromboses et le pshoot. Comment se fait-il que des éminents spécialistes aient pu, commettre des erreurs d'appréciation de ce type? Et puis vous avez le cas de Jean-Pierre Pernaut qui vient illustrer en effet qu'il peut y avoir des effets secondaires suite au pshoot. Je voudrais revenir sur quelque chose qui m'a toujours chiffonné depuis le début de cette pandémie. Ce sont les Italiens qui ont pointé du doigt le problème. Je vous mets l'extrait dans ma description. Le Big Pharma n'a pas testé son pshoot sur certaines populations, et notamment celles les plus fragiles. Or, les campagnes de vaccination ont commencé sur les populations les plus fragiles. Oui, un authentique scandale. On nous avait également vendu toutes les politiques lors de la pandémie pour protéger ces populations fragiles. Qu'en est-il réellement? Eh bien, il y a une grosse différence entre la propagande et la réalité. Face à une épidémie en plein pic, Elsa se sent abandonnée. Il y a l'idée déjà contestable qu'on peut laisser le virus circuler car il ne fera du mal qu'aux non-vaccinés qui l'auraient bien cherché. En effet, c'est très discutable. Mais nous, on n'a rien demandé. On s'est fait vacciner et on reste à très haut risque. Pierre Foucault, président de l'association Vaincre la mucoviscidose, indique que même après une 4e dose, entre 75 et 80% des immunodéprimés ne produisent pas assez d'anticorps pour être protégés contre une forme sévère. Selon les associations, les immunodéprimés ont en cas d'infection entre 15 à 20% de risque de mourir du Covid. Ils représenteraient également jusqu'à 30% des réanimations dans certains hôpitaux, alors qu'ils ne pèsent que 0,3% de la population française. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a organisé des grandes campagnes sur quelque chose qui ne protégeait pas et ceux qui sont la principale cible, eh bien, manifestement ne réagissent pas très bien au pshoot. En même temps, lorsqu'on est immunodéprimé, est-ce que l'on peut en effet stimuler un système immunitaire qui est déprimé? Je pose la question aux spécialistes, j'aimerais avoir une réponse. Et puis, il faut traverser l'Atlantique. Que se passe-t-il? Il y a des messieurs santé là-bas. Un monsieur santé, Anthony Fauci. Le sénateur Rand Paul
affirme que le docteur Fauci devrait être tenu responsable de 10 à 20 millions de décès, hein, ce sont les mots de Rand Paul, liés au Covid dans le monde. Mais au minimum, ce médecin malhonnête devrait être emprisonné pour avoir menti au Congrès. Voilà, aux États-Unis, il y a une réflexion sur la gestion de la pandémie. Celui qui était responsable des politiques de santé, Anthony Fauci, vous l'avez vu, est sur le grill. Est-ce qu'on pourrait avoir la même chose en France? Des débats, des réflexions? Ah non, c'est interdit. D'ailleurs, Emmanuel Macron a fait en sorte que toutes les politiques covidistes soient protégées par le secret défense. Non, en France, on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas le droit de débattre, sinon on est insulté. LCI. La mobilisation des agriculteurs allemands enflamme les sphères conspirationnistes françaises. Voilà, dès que vous essayez de réfléchir sur quelque chose, vous êtes insulté. Regardons de plus près. Les agriculteurs allemands sont vent debout contre la politique du gouvernement Scholz. Un mouvement de protestation qui rencontre un soutien certain dans les milieux conspirationnistes français. Rejet des élites, du globalisme et accusations envers les médias font écho au mouvement des Gilets jaunes ou au militantisme anti-vax observé lors du Covid. Ce qui est fascinant avec les journalistes de LCI, c'est le déshonneur permanent. Alors j'ai même plus envie de reprendre ces insultes. Hier, j'ai fait un numéro sur le globalisme. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Quant au militantisme anti-vax, je pense l'avoir traité dans une certaine mesure. Quant aux gilets jaunes, c'est-à-dire des Français qui militent pour leur pouvoir d'achat et contre le déclassement, eh bien pour un journaliste de LCI, cela ne vaut que du mépris. En Allemagne, les choses sont différentes. Les journalistes, en tout cas certains journalistes, soutiennent le mouvement des agriculteurs. 70% des Allemands sont derrière les agriculteurs. Le problème, ce sont les feux tricolores, pas les manifestants. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces feux tricolores? Eh bien, c'est une métaphore que les Allemands utilisent pour désigner le gouvernement allemand avec Scholz en tête de gondole. J'ai failli dire tête d'ampoule. Ah, pour un feu tricolore, cela aurait été plus juste, hein, avec les verts, les rouges et compagnie. Que fait le gouvernement lorsqu'il est accusé? Eh bien, il cherche un bouc émissaire. Est-ce que c'est le cas avec cette fuite dans Bild? Selon Bild, la Bundeswehr se prépare à une guerre contre la Russie. Alors, plus exactement, ce serait une réponse à une agression russe. En février, de la folie, fuite en avant des européistes, responsables de l'effondrement de l'économie européenne et voyant les tensions sociales s'accumuler, ils ont besoin d'un bouc émissaire, les Russes. Oh, c'est une technique que nous avons souvent dénoncée en France. Dès qu'il y a un problème, c'est la faute du Kremlin, c'est la main du Kremlin. Ils ont essayé donc de réanimer la flamme patriotique, mais cela n'a pas fonctionné. Au contraire, cela a suscité une plus grande colère chez les Allemands. Allez, on va revenir chez nous et ce que l'on peut dire, c'est que plus rien ne va pour le gouvernement de Gabriel Attal. AOC est au fond du trou. Et oui, tout le monde demande la démission d'Amélie Oudéa-Castéra. Elle a menti, puis maintenant elle décide de se rendre dans l'école qu'elle a stigmatisée. Le degré zéro de la communication, c'en est même pathétique. Je voudrais apporter un témoignage sur l'effondrement des lycées publics en France. Autrefois, dans les années 70, les lycées publics étaient bien supérieurs aux lycées privés. Les lycées privés accueillaient ceux qui avaient été exclus d'ailleurs des lycées publics. Et puis, il y a eu une inversion dans les années 80 sous les coups des politiques, des socialistes. Et là, j'ai un témoignage. J'ai été nommé dans un de mes derniers postes, dans un lycée assez prestigieux, le lycée Richelieu de Rueil-Malmaison. Eh bien, dans cet établissement, le proviseur avait été missionné pour détruire l'excellence, et elle l'affirmait, des belles classes de première S et de terminale S. Oui, elle avait été missionnée pour détruire l'excellence, pour que le lycée soit plus inclusif. Il y avait un autre lycée à Rueil-Malmaison, le lycée Danielou. Excellent établissement réservé aux filles. Eh bien, ce lycée est devenu mixte et il a accueilli, ni plus ni moins, les garçons. Et qui ne se retrouvaient plus après la casse qui avait été organisée par le rectorat. Le proviseur a été récompensé par le rectorat de cette casse. Elle a été nommée dans un lycée encore plus prestigieux à Paris, un lycée international. Et là, elle a essayé de recommencer la casse, mais les parents n'ont pas été d'accord et l'ont chassée. Elle a un nom qui me rappelle une pièce de Victor Hugo, Ruy Blas. On va passer à un autre dossier. Boulevard Voltaire, électricité, le maire confirme la hausse des tarifs. L'argent ne tombe pas du ciel, dit le ministre de l'économie. Et oui, c'est officiel, l'électricité aura bien augmenté de 39% en une année. Autre dossier chaud,
Dans le Figaro, la crise de la natalité, chiffre de la natalité, le bouleversement du paysage démographique de la France. Si la crise de la natalité s'observe partout en Europe, la France se caractérise par des taux de fécondité très différents selon l'origine migratoire des populations, explique le cofondateur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Depuis l'an 2000, le nombre annuel d'enfants nés sur le territoire et issus de deux parents eux-mêmes nés en France a diminué de 22%. Mais dans le même temps, les naissances issues de moins un parent nés hors Union européenne ont augmenté de 40% et celles issues de deux parents hors Union européenne de 72%. Oh, rien n'est perdu, on peut encore inverser la tendance, mais pour cela, il faut mettre fin aux politiques européistes. Emmanuel Macron, comment Emmanuel Macron veut opérer un hold-up sur le prime time télévisuel? Remarquez le terme hold-up, cela fait d'Emmanuel Macron un braqueur. Oui, il braque l'audience des chaînes de télévision. 6 chaînes, en plus des radios, retransmettront mardi soir l'intervention du président. Si vous avez suivi ces entretiens, vous savez que l'audience d'Emmanuel Macron ne cesse de baisser à chaque fois qu'il apparaît. Que fait-il? Eh bien, il fait en sorte d'être partout. Macron, c'est Kim Jong-un en France. Oui, il ne faut plus voter pour ces européistes. Ils sont en train de nous priver de toutes nos libertés. Mais heureusement, il y a de bonnes nouvelles dans le monde. Trump, make America great again. Il a gagné la primaire dans l'Iowa. Et il l'a fait avec plus de 30 points d'avance. C'est du jamais vu, hein. Il a presque tué le match. On comprend mieux qu'à Davos, ça soit un petit peu la panique. Autre bonne nouvelle. L'Ukraine demande à la Suisse d'organiser un sommet pour la paix. Le défi est accepté. Alors la Russie ne serait pas invitée, mais elle serait représentée par la Chine. La visite éclair du président ukrainien Zelensky à Berne s'est soldée par un engagement fort. La Confédération va organiser un sommet sur le processus de paix. Récit d'une journée sous haute sécurité. Pour de nombreux observateurs, c'est le signe que Volodymyr Zelensky n'a plus le choix. Son armée risque de s'écrouler dans les mois qui viennent si la Russie lance une grande offensive. Nous ne connaissons pas pour l'instant, au moment où je tourne, la position de la diplomatie russe. Je termine ce journal par ces bonnes nouvelles. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.